L'émission 100% placement sur BFM Business. Et on continue à parler de vos placements en vous proposant de diversifier un petit peu votre capital. Et on part parcourir le monde du vin avec Thierry Godet. Bonjour Thierry. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le patron de Cavissima. Et on commence un petit périple viticole. Vous nous emmenez en Bourgogne. Oui, alors je voudrais revenir en Bourgogne. C'était le thème de la session du mois de novembre. Pour confirmer le trend de hausse qui s'installe sur les vins de Bourgogne, et notamment à l'occasion de la sortie des 2012. On a maintenant le tarif d'un certain nombre de producteurs, et on voit que les grands crus prennent 30%, 40%, 50%. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à s'intéresser finalement à cette région et à rentrer ces vins en cave, notamment avec des visées d'investissement? Oui, tout à fait, parce que la pénurie s'installe. Véritablement, les récoltes 2012, 2011, 2010 et 2013 sont insuffisantes pour faire face à la demande qui est forte, qui est très très forte, qui reste très très forte sur ce vignoble, et notamment sur les grands crus qui sont des vins absolument magnifiques, quoi. Est-ce que vous avez quelques exemples éventuellement à nous donner? On a vu notamment avec les ventes des hospices qu'effectivement ces pièces étaient parties assez nettement en hausse. Oui, tout à fait. Alors, bon, les hospices, c'est un indicateur. C'est une illustration. Voilà, c'est une illustration. Encore une fois, il faut s'intéresser au Musigny, il faut s'intéresser au Bonnemar, au Clos Vougeot, au Chambertin, dans toutes ces grandes appellations, notamment la Côte de Nuit, qui sont véritablement des vrais vins de garde, des vins avec un potentiel de conservation de 20 à 30 ans, et les trouver dans les maisons, regarder les notes d'Allen Meadow, Burgund, et choisir des vins dont les notes sont supérieures à 92, 93, 94. Alors, justement, pour choisir ces vins, et notamment les vins d'investissement, on a tout le temps besoin d'un classement, justement, de s'y retrouver, et de regarder les notes. Et il y a notamment l'Ivex. Oui, un mot sur ces classements. Là, on part à Bordeaux, d'accord, mais c'est significatif. On va retourner à Bordeaux. Le Livex, en fin d'année, publie pour la 8e fois consécutive un classement, un top 100. Le top 100, alors plusieurs critères sont pris en compte. D'une part, le prix, d'autre part, l'appréciation sur 12 mois, troisièmement, la note des critiques, et puis quatrièmement, le nombre de caisses qui ont fait l'objet d'échanges sur cette place londonienne. On précise qu'on ne le prend pas complètement au hasard. D'abord, il fait référence, et puis il se met volontairement en parallèle avec le fameux classement de 1855. Oui, alors donc cette année, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le classement est véritablement mis à mal parce que dans le premier classement établi par le Livex, ont disparu DRC et les 5 premiers grands crus classés 1855. Et maintenant apparaissent véritablement des outsiders, des vins, des super seconds dont on a longuement parlé ici sur l'antenne. Mais moi, ce que j'aimerais surtout, c'est revenir sur le deuxième classement qu'a fait le Livex, qui est la puissance des marques. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de regarder véritablement quels sont les vins qui disposent d'un véritable potentiel d'évolution au niveau des cours. Alors, qu'est-ce que ça donne et qui vont constituer les valeurs offensives dans un portefeuille de vins. Alors, on trouve en tête de ce classement, alors comment ce classement est fait? On prend les caisses de vins les vins dont la valeur moyenne est inférieure à 2000 sterling, la caisse de 12 bouteilles, bien entendu, puisque ça reste encore l'unité de compte dans le marché du vin. Et en tête du classement, on trouve Pape Clément, qui a fait un bond spectaculaire. Nul doute que effectivement son 2010, qui a été noté 100% par Kier, est responsable de ce bond magnifique. On va trouver et Pape Clément. On est dans les graves. On est dans les Pessac-Léognan, et Pape Clément tire avec lui Smith Olafite, qui est en 3e position, et on va trouver Pavie respectivement en 2e et Angélus en 5e position. Et ça, c'est tout à fait intéressant. On trouve surtout les vins de la
rive droite, c'est-à-dire les Saint-Émilion et puis les Pomerol. Et moi, j'aimerais attirer l'attention de ceux qui nous écoutent sur Château Gazin, Château Pape Clément, et puis une exception sur la rive gauche, le Château Saint-Pierre, qui a fortement progressé en termes d'évolution de ses prix. C'est un vin qui maintenant prend des notes qui sont totalement comparables à ceux des premiers grands crus classés ou des super seconds. Bon, on termine avec un petit mot un peu plus court que prévu, mais tout de même sur un petit focus sur le Cabernet, parce qu'on est un tout petit peu pris par le temps, Thierry. Tout à fait. Alors très rapidement, donc c'est le Drinks Business qui est un autre journal anglais qui a réuni un jury d'experts et ils ont élu le Cabernet, le meilleur Cabernet du monde, et ce titre et tombe dans l'escarcelle de Ducru Beaucaillou, qui est un cru de Saint-Julien, et il surperforme sur ce classement le Château Latour, Léoville-Lascaz, Mouton Rothschild, et puis deux étrangers, Ridge Montebello et puis Wolf Blass, qui est un vin australien. Ça, Ducru Beaucaillou est une vraie valeur défensive qu'il faut mettre dans son portefeuille et oublier dans sa cave pendant 5 ans, 10 ans. C'est un vin qui prend de la valeur. Thierry Godet, merci beaucoup pour toutes ces indications, donc patron de Cavissima, et régulièrement à vos côtés pour vous donner des pistes d'investissement dans ce monde du vin.